Je vais maintenant donner la parole à Jean-Marc Jancovici qui va venir me rejoindre à cette tribune. Jean-Marc Jancovici qui est bien sûr ingénieur consultant en énergie, climat, enseignant à l'école des mines ParisTech, fondateur de Carbone 4 du Shift Project, membre du Haut Conseil pour le climat et auteur de plusieurs publications. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On vous connaît notamment par vos vidéos sur YouTube qui font des centaines de milliers de vues. Vous êtes aujourd'hui l'une des figures influentes des débats autour des enjeux climatiques et énergétiques, chantre du nucléaire et d'une économie décarbonée. Mais vous allez nous en parler. Je vais tout de suite vous laisser la parole dans ce contexte évidemment actuel de crise énergétique et face à l'urgence climatique. Merci d'être là. Je vous en prie. Chantre du nucléaire, c'est une expression de journaliste, ça. Mais bon. Bah, je suis journaliste, ça tombe. Oui, je sais, c'est pour ça qu'on ne se refait pas. Alors... je vais essayer de... Non mais rassurez-vous, dans la salle, vous y aurez droit après. J'ai oublié de préciser, pardon, Jean-Marc Jancovici. 30 minutes. Voilà, vous avez 30 minutes, effectivement. Vous avez la possibilité de poser, grâce à un QR code sur vos badges d'accès ici à la salle. Donc, grâce à ce QR code, vous pouvez poser vos questions que je vous adresserai à la fin de votre intervention. Je vous laisse la parole, pardon de vous avoir coupé. Oui, alors D, ça sera une ou deux. Bon. Vu le temps dont on dispose. C'est une limite physique de plus sur cette planète. Donc je vais essayer de vous expliquer en une demi-heure d'où on vient et pourquoi, entre autres choses, le système de paiement par carte bancaire, j'en ai une, hein, donc je ne suis pas en train de vous dire que c'est quelque chose qui est un héritier ou une héritière de l'énergie abondante, comme la totalité de ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans le monde industrialisé occidental, et même pas occidental du reste. Et donc c'est pour ça que j'ai mis monnaie égale carbone. En fait, vous manipulez aujourd'hui dans les systèmes de paiement, exactement comme tout le monde, des objets physiques, puisqu'il n'existe pas de système de paiement sans ordinateur, sans réseau, donc sans engin de mine, sans pétrochimie, sans etc. Et c'est de ça dont je vais un peu vous parler. Alors voilà un monde sans carte bancaire. Un monde sans carte bancaire. Ce monde sans carte bancaire, c'est le monde dont nous venons. Nous venons d'un monde qui était totalement renouvelable. Depuis l'apparition de notre espèce, il y a quelques dizaines de milliers d'années, jusqu'à l'essor de l'industrie qui a démarré il y a quelques siècles, grâce à messieurs Papin, Watt et consorts, l'humanité a vécu et a survécu, puisque nous sommes dans cette salle, dans un monde avec uniquement des énergies renouvelables. Vous voyez sur ce tableau, le transport fluvial est renouvelable, une barque en bois renouvelable, avec un moteur renouvelable qui s'appelle le type qui pousse la perche. Vous avez un transport terrestre renouvelable qui s'appelle un cheval, qui mange de l'herbe renouvelable, et puis le cheval était renouvelé de temps en temps. Vous n'avez pas, puisque c'est un tableau fixe, le vent renouvelable, mais il existe, qui faisait fonctionner des moulins à vent, tout à fait renouvelables, donc des éoliennes, version un peu plus ancienne, un peu plus rustique. On a eu ça depuis très longtemps, et peut-être que cette rivière alimentait un moulin à eau à l'aval, un moulin parfaitement renouvelable. Donc nous avons vécu jusqu'à il y a 2 siècles dans un monde parfaitement renouvelable. Et puis depuis 2 siècles, il y a une espèce de frénésie énergétique qui s'est emparée de notre espèce, et on va voir à quoi ça correspond. Et la quantité totale d'énergie que nous avons utilisée sur Terre s'est mise à très fortement augmenter. Et alors, assez étonnamment, ça n'a pas totalement fait baisser en valeur absolue la quantité d'énergie renouvelable qu'on utilise, qui était essentiellement du bois, il y a 1 siècle et demi. Par contre, on s'est mis à empiler dessus, les unes derrière les autres, toutes les formes d'énergie fossile et moderne. Alors, ce que vous voyez sur ce diagramme, c'est la quantité totale d'énergie avec une unité qui est le million de tonnes équivalent pétrole, mais oubliez les unités, c'est pas très grave. C'est pas des hexajoules, c'est déjà mieux, sur ce graphique. Et vous voyez donc que par-dessus le bois, nous avons rajouté le charbon, par-dessus le charbon, nous avons rajouté le pétrole, par-dessus le pétrole, nous avons rajouté le gaz, etc. Et la dernière chose en date, c'est que nous avons rajouté les nouvelles énergies renouvelables, qui sont pour partie anciennes, puisque, encore une fois, le vent était exploité il y a des siècles, que vous voyez sur la petite partie rose tout en haut. Et évidemment, la seule chose que vous ne voyez pas sur ce graphique, c'est en quoi est-ce que ces nouvelles énergies renouvelables auraient substitué des énergies fossiles à large échelle, parce que vous voyez que là, pour le moment, ça s'ajoute en plus. Donc on ne peut pas dire que d'avoir rajouté des éoliennes, ça nous a évité du charbon. Pour le moment, on n'en a pas fait la démonstration. On a juste vu qu'on a rajouté des éoliennes par-dessus le charbon. Voilà, c'est ça qu'on a fait pour le moment. Aujourd'hui, l'essentiel de l'énergie utilisée sur Terre est ce qu'on appelle de l'énergie fossile. Alors pourquoi fossile? Tout simplement parce que c'est des fossiles. Pétrole et gaz sont des restes de plancton et de microalgues qui ont vécu dans la mer il y a quelques dizaines ou quelques centaines de millions d'années et qui ont été lentement enfouis puis cuits par la géothermie.
Et tout ça a donné, un peu comme dans un alambic, mais sauf que ce n'est pas du cognac, les combustibles fossiles. Et le charbon est un reste de fougères qui ont poussé, il y a quelques centaines de millions d'années, au Carbonifère, donc à l'ère du charbon, et qui ont fini par nous donner ce combustible solide. 80% donc de l'approvisionnement énergétique mondial aujourd'hui est fossile. 80% de l'approvisionnement énergétique mondial était fossile en 1965. Donc ça fait des décennies que nous sommes à 80% d'énergie fossile dans le mix. L'essor du nucléaire, puis l'essor des ENR, en fait c'est un faux essor, c'est un essor très relatif. Nous sommes à 80% de pétrole, gaz, charbon dans l'approvisionnement mondial depuis longtemps. De l'énergie, donc pétrole, gaz, charbon, on va essayer de comprendre un peu à quoi ça correspond. Alors, l'énergie, avant d'être un sujet de débat, en ce moment c'en est un, du reste, vous savez probablement que le prix de l'énergie en ce moment est un des sujets qui agitent notre espèce dans un certain nombre de pays européens. Mais avant d'être quelque chose qui peut éventuellement se vendre, l'énergie est surtout une grandeur physique. C'est quelque chose qui a une définition dans le monde de la physique et c'est avec cette définition qu'on va jouer pour les 25 minutes, 19 secondes qui me restent actuellement. L'énergie en physique, c'est une grandeur qui permet de quantifier la transformation de l'environnement. C'est ça, l'énergie. Donc c'est quelque chose de physique, ça permet de décrire des changements physiques, c'est-à-dire la transformation de l'environnement ou le changement d'état d'un système. Et non seulement ça permet de le décrire, mais ça permet de le quantifier. C'est-à-dire que plus vous avez d'énergie qui entre en jeu dans un système, et plus le système se transforme. Et inversement, plus un système s'est transformé, plus il y a eu de l'énergie qui est intervenue pour que cette transformation puisse avoir lieu. Cette énergie, elle est régie, comme toutes les grandeurs physiques, par des lois qui ne dépendent pas de nous. Vous connaissez probablement la loi de l'attraction universelle, ça ne dépend pas de nous. Donc on ne peut pas décider par un vote à l'Assemblée nationale, juste à côté, que tout d'un coup, nous allons nous retrouver en apesanteur à la surface de la Terre. Ça ne marche pas. Nous sommes attirés vers la Terre, et quand vous serez mort, et quand vos enfants seront morts, et quand le dernier homme sur Terre sera mort, on sera toujours, la loi de l'attraction universelle existera toujours. D'accord ? Eh bien, s'il en va de même pour l'énergie, elle est régie par des lois qui ne dépendent pas de nous. Et dans les lois qui ne dépendent pas de nous, il y en a une qui est très simple, mais extrêmement contraignante, qui est la loi de conservation de l'énergie, qu'on peut encore appeler la loi boîte de conserve. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Elle dit que dans un système qui ne communique pas avec l'extérieur, la quantité d'énergie reste rigoureusement constante au cours du temps. On appelle également cette loi le premier principe de la thermodynamique. C'est grâce à ça que les moteurs de votre voiture fonctionnent, donc je vous assure qu'elle n'est pas violable. Même avec un renversement de la majorité parlementaire. Donc cette loi, elle nous contraint à quelque chose de très important, qui est que pour qu'on puisse bénéficier d'un supplément d'énergie au sein de l'humanité, parce qu'on veut un service additionnel, eh bien cette énergie, on doit impérativement la trouver à l'extérieur, dans l'environnement, là où elle existe déjà. Il n'y a que Harry Potter ou Merlin l'Enchanteur qui ont la possibilité de créer de l'énergie au sein d'un système isolé, mais nous, on ne sait pas faire ça, on ne peut pas. Même Madame Rowling ne sait pas faire ça en dehors de ses livres. Et donc, nous sommes obligés, si nous voulons avoir de l'énergie, d'aller la chercher dans l'environnement, là où elle existe déjà. Et cette énergie qu'on va chercher dans l'environnement, dans le jargon des énergéticiens, s'appelle de l'énergie primaire, première. Alors, si j'applique ça à notre propre corps, en fait, nous-mêmes, pour fonctionner, nous sommes obligés d'aller chercher de l'énergie dans l'environnement. Ça s'appelle la chaleur ambiante et l'alimentation. Votre corps ne peut pas fonctionner si je ne lui fournis pas de l'énergie, et cette énergie vient de l'extérieur, elle n'apparaît pas d'un coup de baguette magique à l'intérieur. Votre corps joue le rôle dans cette affaire de ce qu'on appelle un convertisseur, c'est-à-dire que je lui rentre l'énergie sous une certaine forme, en l'occurrence c'est l'énergie chimique contenue dans les aliments, et un peu l'énergie thermique contenue dans l'air ambiant, et vous allez en sortir autre chose, vous allez en sortir par exemple de la maintenance et de la création d'organes, vous faites une coupure sur la peau, ça se répare tout seul, ça c'est grâce à l'énergie qui vient de l'extérieur. Vous allez en sortir du mouvement. Par exemple, tous les gens qui viennent de hocher la tête, ils sortent du mouvement à partir de l'énergie qu'ils ont ingérée ce matin. Et vous en sortez de la chaleur. C'est essentiellement à ça que, du reste, que sert notre alimentation. 90% de ce que nous mangeons sert à maintenir notre corps à 37 degrés, puisque nous sommes des animaux à sang chaud. Comme nous sommes également des animaux mus par le désir, on va s'en rendre compte grâce au Black Friday qui vous fait vivre, nous avons toujours envie d'un peu plus que ce que nous avons déjà. Et alors, pour avoir un peu plus que ce que nous avons déjà, nous sommes obligés de mobiliser à notre profit des convertisseurs qui ne sont pas notre propre corps, puisque notre propre corps, une fois qu'il a fait ce qu'il pouvait, on est au maximum. Et donc, il faut absolument qu'on recourt à des choses venant de l'extérieur. Alors, les premiers convertisseurs additionnels auxquels nous avons recouru ont été les animaux domestiqués.
Quand on domestique des animaux de trait, par exemple, eh bien, ils peuvent tirer une charrue plus efficacement que nous et nous permettre éventuellement de cultiver plus. Nous avons, et ces animaux domestiqués, pardon, ils sont renouvelables, du reste renouvelés, et ils mangent de l'énergie renouvelable. Et puis avec le temps, on s'est mis à domestiquer des convertisseurs inanimés, enfin ils sont animés, mais pas faits de chair. Et par exemple, on a dans l'Antiquité développé toutes les énergies renouvelables, on a fait avancer les bateaux à la voile, on a fait tourner les moulins à la voile, on a fait tourner les moulins avec de l'eau, on a fait fonctionner les forges avec du bois, etc. Donc toutes les énergies renouvelables, on s'en est servi, et Archimède repoussait les ennemis avec des miroirs à concentration. Donc on utilisait également l'énergie solaire, et puis on l'utilisait surtout pour sécher les cultures. Donc les énergies renouvelables, on s'en est servi énormément dans l'ancien temps, avec des nouveaux convertisseurs qu'on avait mis au point, donc les moulins, les bateaux, etc. Et puis il y a 2 siècles, messieurs Watt et Papin, je suis désolé, c'est pas très paritaire, nous ont dit, bougez pas, on a beaucoup mieux que ça, on a des convertisseurs faits de métal qui s'appellent la machine à vapeur et le moteur à combustion interne, et vous allez voir ce que vous allez voir. Grâce à ça, nous allons avoir plein de commerçants et de cartes bleues. Et effectivement, grâce à ça, on a eu plein de commerçants et de cartes bleues, ce que vous allez voir dans pas longtemps. Ce qui veut dire que ce que je suis en train de vous raconter maintenant, c'est que quand on dit utiliser de l'énergie, en fait, c'est une expression impropre, puisque personne dans cette salle ne met les doigts dans la prise pour ressembler à Hulk et devenir surpuissant. Si vous faites ça, vous allez passer un sale quart d'heure, et en général mourir au bout de moins d'un quart d'heure. Si vous mettez donc vous ne consommez pas, vous, de l'électricité, c'est pas ça que vous faites. En fait, quand on dit que vous consommez de l'électricité, vous êtes simplement en train de domestiquer une machine, de mobiliser une machine à votre profit qui, elle, utilise de l'électricité. C'est exactement pareil avec le pétrole. Vous ne consommez pas de pétrole, c'est pas terrible, je ne vous conseille pas d'en boire. Ce que vous faites, c'est que vous mobilisez à votre profit une voiture, un camion, ou de façon un avion, de plus en plus avec le commerce en ligne, qui va vous rendre un service. Et c'est ça que vous faites quand vous consommez de l'énergie. Donc, utiliser de plus en plus d'énergie ou consommer de plus en plus d'énergie, il faut bien comprendre que ce que ça veut dire pour de vrai, c'est mobiliser à son profit une quantité croissante de machines. C'est ça que ça veut dire. Alors ces machines que nous mobilisons aujourd'hui à notre profit, elles sont surpuissantes par rapport à notre propre corps. Là, je vais prendre une référence, puisque vous êtes à Paris et pas très loin de la Tour Eiffel, donc je vous invite, au moment du cocktail, à aller plutôt monter 13 fois à pied en haut de la Tour Eiffel. 13 fois, hein, pas une fois. Et une fois que vous aurez fait ça, alors en fait, si vous montez 13 fois à pied en haut de la Tour Eiffel dans la journée, sur 10 heures, vos jambes auront fourni une puissance moyenne de 100 watts pendant la journée. Ça ne fait pas beaucoup, hein. Ça ne fait pas beaucoup. En face de ça, le premier mixeur à soupe venu, il fait quelques centaines de watts. Vous savez, le truc que vous allez acheter pour un prix cassé pendant le Black Friday, que vous mettez dans la soupe, quelques centaines de watts. Ce qui veut dire qu'au moment où vous appuyez sur le bouton marche-arrêt de ce genre d'engin, eh bien, tel le génie qui sort de la lampe d'Aladin, vous avez quelques esclaves qui sortent du mixeur à soupe, qui vont se mettre à pédaler comme des forcenés pour que la soupe soit mixée et qui re-rentrent dans le mixeur quand vous réappuyez sur le bouton marche-arrêt. Si vous passez l'aspirateur, parce qu'avec la soupe, vous avez mangé des croûtons et fait des miettes partout, eh bien, au moment où vous appuyez sur le bouton marche-arrêt, là, c'est plutôt 10 cyclistes ou 10 esclaves qui sortent de l'aspirateur, pédalent comme des forcenés pour que l'aspirateur fonctionne et re-rentrent dans l'aspirateur une fois que vous avez fini d'appuyer sur le bouton marche. C'est pas cher, hein, 10 esclaves pour les quelques dixièmes de kilowattheure que vous allez utiliser pour passer l'aspirateur. C'est pas cher, hein. Un ascenseur, là, vous avez 50 personnes qui se mettent à pédaler dans la machinerie au moment où l'ascenseur se met à monter ou descendre. Un engin de chantier, alors là, on commence à parler de multiples un peu plus sérieux. Là, j'ai considéré que ça remplaçait des pelles et des pioches, c'est-à-dire des bras qui sont 10 fois moins puissants que les jambes, en ordre de grandeur, enfin sauf chez Schwarzenegger, mais normalement, c'est 10 fois moins puissant. Et donc, quand l'ouvrier monte dans la cabine de pilotage de son engin, il démultiplie la force de ses bras par 10 000. Ce grâce à quoi on peut terrasser le terrain pour construire une maison en une journée. Alors que si on faisait venir des gens avec des pelles et des pioches pour faire la même chose, eh ben, au bout de quelques semaines, vous n'y seriez toujours pas. Un camion, indispensable pour le commerce, en ligne ou pas, quelques milliers de paires de jambes, le moteur d'un camion donc remplace quelques milliers de paires de jambes, puis va un peu plus vite. Un laminoir, on fait 2 milliards de tonnes d'acier par an aujourd'hui dans le monde, 250 kilos par personne et par an. Il n'y a pas d'engin de transport, donc pas de commerce en ligne, pas de commerce tout court, sans acier. Il n'y a pas de bâtiment sans acier, et la quasi-totalité des objets que vous manipulez toute la journée contiennent peu ou prou de l'acier. Eh bien, la puissance d'un laminoir, on en a 2 en France, elle est équivalente à la puissance des bras de la moitié de la population active du privé dans ce pays. Donc si je devais remplacer un seul laminoir dans ce pays par des gens tapant sur des tôles toute la journée,
je prendrais la moitié de la population active du privé, 10 millions de personnes. On a deux laminoirs en France, donc il n'y a plus de personnes dans le privé, sauf des gens qui tapent sur des tôles toute la journée, rien que pour remplacer deux laminoirs. Donc là, vous avez une petite idée de la puissance des machines qui nous aident à faire tourner l'économie. Et en fait, quand vous regardez ce qu'est l'économie, c'est-à-dire un système de transformation, transport, c'est une transformation, hein, un système de transformation des ressources naturelles, en fait, c'est de l'énergie partout, puisque toute transformation va avec de l'énergie. Donc tous les objets que vont vendre vos clients ou que vous allez vendre, selon que vous représentez ici les commerçants ou les gens du groupement carte bleue, enfin carte bancaire, pardon, consistent essentiellement, notre activité productive consiste essentiellement à prendre dans l'environnement des atomes qui sont arrangés sous une certaine forme, ça s'appelle des ressources naturelles, et à les arranger d'une autre manière, ça s'appelle des objets manufacturés. Et entre les deux, vous avez eu des transformations, donc de l'énergie. Et pour faire un distributeur, eh bien, il faut recourir à plein de machines, exactement comme pour tout le reste. Il vous faut du pétrole, parce que dans un distributeur de billets, vous avez soit du plastique, soit des composés issus de la pétrochimie, soit des composantes qui ont elles-mêmes nécessité des composés issus de la pétrochimie pour être fabriqués, enfin, eux-mêmes. Vous avez du coup besoin de vapocraqueurs, de raffineries, enfin d'objets très sympathiques qui vont permettre de traiter le pétrole derrière. Vous avez besoin d'engins de mine. Dans l'électronique moderne, vous avez n'importe quoi, entre 40 et 60 métaux par engin digital. Donc il faut faire des trous partout. Ils ne sont pas nécessairement très gros, ces trous, mais il faut en faire partout pour pouvoir extraire. Et parfois, il faut faire quand même des gros trous. Par exemple, le tonnage charrié par an pour extraire de l'or en minerai est égal au tonnage charrié par an pour extraire du cuivre et égal au tonnage charrié par an pour extraire du fer. Parce que les concentrations en or dans le minerai, c'est quelques grammes par tonne, alors que pour le minerai de fer, c'est quelques centaines de kilos par tonne. Mais donc, on charrie des quantités de matériaux très importantes, on fait des trous un peu partout pour sortir les métaux, et encore une fois, dans un ordinateur ou un smartphone, vous avez 40 à 50 métaux différents. Vous avez besoin de trains pour transporter ces minerais. Vous avez besoin d'aciéries pour faire n'importe quoi qui contient de l'acier dans le réseau digital, les supports d'antenne, par exemple, pour que je puisse confirmer mon paiement carte bancaire quand j'utilise mon téléphone en 4G, ou bien pour que je puisse faire les cadres en acier dans lesquels vous avez les serveurs, etc. Enfin, bon, vous avez l'acier partout. Vous avez là, c'est une trancheuse qui permet de passer les câbles le long d'une chaussée. Vous avez besoin de fondre du silicium, c'est une très grosse machine qui vous fait ça également. Vous avez besoin de faire des écrans en verre, c'est une très grosse machine qui vous fait ça. Vous avez besoin de papier pour faire les billets, donc ça c'est une dérouleuse à bois. Vous avez besoin de camions, puisque vous avez besoin de transporter les composants entre, par exemple, l'usine qui va faire les semi-conducteurs et l'usine qui va faire les composants plus élaborés au plus bas dans la chaîne de valeur, enfin plus loin dans la chaîne de valeur de ce distributeur de billets. Donc le paiement digital, en fait, il n'est pas plus dématérialisé que le paiement en pièces et en billets, il est juste matérialisé d'une autre manière. Aujourd'hui, ce qu'on manipule quand on manipule de la monnaie, c'est des électrons qui se baladent dans des ordinateurs et des circuits électriques. C'est ça qu'on manipule. Hein. Donc notre système monétaire, incidemment, il est aussi durable que les mines et les plateformes pétrolières. Pas plus et pas moins. Hein. Dans un système où on reviendrait à papier-crayon et billets de banque, je pense que le volume de commerce que vous faites baisserait un peu. Un tout petit peu. Si je regarde la totalité des machines que nous avons sur Terre, à l'instant où on se parle, avec leur nourriture particulière qui s'appelle l'énergie, elles multiplient en permanence la puissance musculaire de l'humanité par un facteur de quelques centaines. Ce qui veut dire que la capacité transformative du parc de machines que nous avons sur Terre, elle est quelques centaines de fois la capacité transformative de nos seuls muscles. Et aujourd'hui, ce qui travaille, j'insiste encore une fois, c'est les machines. Vous portez des vêtements qui ont été fabriqués par des machines à partir de ressources extraites de l'environnement par des machines. Vous mangez, ce matin, vous avez mangé, comme moi, des choses qui ont été cultivées par des tracteurs, c'est-à-dire des machines, récoltées par des moissonneuses-batteuses, c'est-à-dire des machines, déplacées par des trains, c'est-à-dire des machines, transformées dans des usines agroalimentaires, c'est-à-dire des machines, empaquetées dans du plastique, c'est-à-dire des machines, cuits, réchauffés, refroidis par des machines partout. Ce n'est pas les agriculteurs qui vous nourrissent aujourd'hui, c'est les machines. Et c'est bien pour ça que l'agriculture est devenue très productive. L'agriculteur, il bêche pas plus fort aujourd'hui qu'il y a 2 siècles. Par contre, le tracteur, il bêche beaucoup plus fort que l'agriculteur. Donc, les machines qui nous permettent de produire aujourd'hui, en fait, c'est elles qui font le PIB mondial. Hein, on a autant de PIB qu'on a de machines, et ça se traduit par cette petite égalité que j'utilise souvent, qui est de dire que le PIB mondial, il est aussi gros que la consommation d'énergie mondiale, c'est-à-dire le parc de machines en service, et comme l'énergie est fossile, eh bien, on a des émissions de CO2 qui sont aussi grosses que l'énergie, et donc aussi grosses que le PIB, et ça vous explique le succès des négociations à Sharm el-Sheikh, comme avant, parce que baisser les émissions de gaz à effet de serre à la bonne vitesse, c'est impossible sans récession.
qu'on va finir par avoir de toute façon, hein, ça c'est la bonne nouvelle. Mais j'y viendrai un peu plus tard. Donc ça explique pourquoi, quand vous regardez la façon dont l'énergie et l'économie mondiale s'articulent, vous avez cette courbe. Alors sur cette courbe qui part en bas à gauche de 1965, chaque point représente une année, donc les années se suivent à la queue leu-leu, hein, le long de la ligne. Et ce que vous voyez, c'est qu'en gros, si je représente pour chaque année l'énergie utilisée dans le monde sur l'axe horizontal, c'est-à-dire en fait le parc de machines en service, et la production économique mondiale sur l'axe vertical, ben, j'ai une droite. Donc en gros, notre PIB est aussi gros que le parc de machines en service parce que nos muscles sont devenus négligeables, secondaires, dans la production économique. Et du reste, au moment du Black Friday, ce n'est pas des muscles qui vont recevoir les commandes, c'est des ordinateurs. Ce n'est pas les muscles qui vont expédier les commandes, c'est des camions et des avions. Ce n'est pas les muscles, etc. Nos muscles, dans cette histoire, ils servent juste à donner des ordres aux machines pour autant qu'ils soient nécessaires, parce que la quasi-totalité des emplois dans ce monde maintenant, qui sont des emplois dits de bureau, vous coupez les deux bras, les deux jambes aux gens qui les exercent, tant qu'ils sont capables de parler à un ordinateur, ils font le même job. Il n'y a pas de différence. Et comme l'essentiel de l'énergie est fossile, ben vous avez également une correspondance quasi linéaire entre le PIB mondial et le CO2. Et pourtant, le CO2 va devoir baisser, et pourtant le CO2 finira par baisser un jour, puisque pétrole, gaz et charbon, je l'ai dit tout à l'heure, il faut des dizaines ou des centaines de millions d'années pour les faire, donc on ne peut pas en avoir éternellement de plus en plus. C'est mathématiquement impossible. En fait, je sais démontrer encore le théorème qui dit que c'est mathématiquement impossible. Alors le CO2, une fois qu'on l'a mis dans l'air, ça c'est une des choses sympathiques de cette histoire, il n'a aucune envie de s'en aller rapidement. Alors là, ce n'est pas la physique que je vais invoquer, c'est la chimie, encore que la chimie, ça soit de la physique à l'infiniment petit. La chimie vous dit une chose, elle vous dit que les oxydes sur Terre sont des molécules qui sont stables. Dit autrement, quand un composé est sous forme d'oxyde, il est inaltérable tant que vous n'amenez pas de l'énergie pour le dissocier. Alors, il y a un oxyde que vous utilisez tous les jours, parce que sinon votre conjoint rouspète en expliquant que vous sentez mauvais sous les bras, qui s'appelle l'oxyde de dihydrogène, autrement dit de l'eau. Eh bien, l'eau est présente sous forme d'eau sur Terre depuis des milliards d'années. Vous voyez, les oxydes, c'est assez stable. Et tous les métaux qui sont oxydables, aujourd'hui, les minerais se trouvent essentiellement sous forme d'oxyde sur Terre. Quelques rares exceptions, mais essentiellement sous forme d'oxyde. Donc le CO2 n'y fait pas exception. Et une fois que vous le mettez dans l'air, il est inaltérable, il n'a pas de processus spontané d'épuration. Pour que le CO2 qu'on rajoute dans l'atmosphère veuille bien sortir de l'atmosphère, il faut qu'il revienne au contact du sol. Et là, soit il est dissocié par un procédé qui nécessite de l'énergie, qui est la photosynthèse, soit il passe dans l'océan, et c'est juste un phénomène de vase communicant, une partie du CO2 dissous dans l'air se dissout dans l'eau. C'est ce qu'on appelle un équilibrage de pression partielle chez les physiciens. Ceci explique cela. Là, actuellement, nous avons créé un surplus de CO2 dans l'atmosphère par rapport à l'époque pré-industrielle. Eh bien, le jour où nous arrêtons les émissions, ce surplus de CO2 ne va pas s'évacuer instantanément. En fait, ce que vous dit ce graphique, c'est qu'un siècle après arrêt des émissions, vous aurez encore une petite moitié du surplus qui sera toujours présent dans l'atmosphère. Un millier d'années après arrêt des émissions, vous aurez toujours un quart de ce surplus qui sera toujours dans l'atmosphère. Et même 10 000 ans après arrêt des émissions, vous aurez toujours entre 15 et 25% du surplus qui sera présent dans l'atmosphère. Donc l'atmosphère ne retrouvera jamais l'état dans lequel elle était avant qu'on ait commencé à utiliser des moteurs et des machines à vapeur. Ce qui signifie également que le système climatique ne reviendra jamais à l'état qu'il avait dans le monde pré-industriel. Jamais. Et non seulement il n'y reviendra pas, mais à cause de l'inertie du CO2 et à cause de l'inertie des systèmes socio-économiques que nous avons bâtis et qui dépendent du CO2, à commencer par le Black Friday, eh bien, la dérive climatique va continuer à partir de maintenant. Elle est inarrêtable, la dérive climatique. L'océan, par exemple, va monter pendant des milliers d'années à partir de maintenant, quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse. D'accord ? Le coup est parti. Et, comme disait Dubosc, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de ralentir la hausse. D'accord ? Mais on ne peut plus l'empêcher. On ne peut plus l'empêcher. Alors cette affaire-là, évidemment, va se jouer sur des échelles de temps qui sont des échelles de temps considérables et considérablement plus importantes qu'une vie humaine. Alors ce graphique, je l'ai fait pour mes étudiants, c'est pour ça que eux, je les avais mis morts dans 60 ans, mais vous, ça sera avant, je vous rassure, comme moi. Mais vous voyez que même à l'échelle de plusieurs vies humaines, eh bien, le phénomène continue, le phénomène ne s'arrête pas, et bien évidemment, ça va très au-delà
des échelles de temps avec lesquelles on gère aujourd'hui nos affaires. Alors là, je vous ai mis l'échelle de temps qui concerne notre système politique, mais dans toutes les sociétés cotées dans cette enceinte gèrent leurs affaires avec des pas de temps qui sont celui de l'année ou du trimestre. Quand vous avez des comptes trimestriels, en fait, tous les trimestres, vous remettez quelque part les compteurs à zéro. C'est évident qu'on n'ira nulle part à gérer nos affaires sur des pas de temps qui vont du trimestre à quelques années, alors qu'on a devant nous un problème qui doit se gérer avec un pas de temps qui est celui du siècle au millénaire. C'est un des problèmes qui va, entre guillemets, nous mettre dans le mur. C'est qu'on ne sait pas gérer les sociétés humaines avec des pas de temps qui sont à la bonne échelle du problème. De quoi on parle? Alors là, je vais essayer d'aller un peu vite parce que je vois qu'il me reste que 5 minutes. Vous avez ici une carte qui vous représente les écosystèmes présents en Europe sur les siècles qui viennent de s'écouler, pas les dernières décennies, parce que ça a déjà commencé à changer, à condition qu'on ne les supprime pas pour faire des entrepôts logistiques ou des choses plus futiles comme des champs ou des écoles. Donc, si on ne supprime pas les écosystèmes pour y mettre autre chose que les écosystèmes, en Europe, nous avions historiquement des grosses espèces végétales, c'est-à-dire des arbres, des forêts, parce qu'il pleut suffisamment, il fait suffisamment humide, vous avez vu que ça commence à changer, et les températures n'étaient ni trop froides ni trop chaudes. Voici l'Europe il y a 20 000 ans. Alors, il y a 20 000 ans, nous sommes au cœur de la dernière ère glaciaire, dans le cadre des fluctuations naturelles du système climatique. Et la géographie européenne est évidemment extrêmement différente. Alors déjà, vous oubliez les clients en Suède, il n'y a pas de Suédois. Toute la Scandinavie est sous un énorme glacier qui fait 3 km d'épaisseur, de même que le Canada, de même que l'Islande, de même que les rugbyman écossais, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Enfin non, les Irlandais surtout, les Écossais on s'en fout un peu plus. Non, pardon. Et vous voyez donc qu'il y a d'énormes calottes de glace qui sont posées un peu partout dans les hautes latitudes nord, tout simplement parce qu'il fait beaucoup plus froid. L'eau constitutive de cette glace a été retirée à l'océan. Il y a eu un gros transfert, et comme le fond de l'océan est toujours au même endroit, le niveau de l'océan a baissé de 120 mètres. Donc il n'y a pas de Brexit, puisqu'il y a une continuité territoriale entre la Grande-Bretagne et la France, et il n'y a pas de paradis fiscaux pour y planquer ces éconocroques, ou d'Irlande, du reste qui revient presque au même, tout simplement parce que les paradis fiscaux sont devenus des collines. Le climat étant beaucoup plus froid, il est beaucoup plus sec, et dans ce climat, parce qu'il y a moins d'évaporation et moins de précipitations, et dans ce climat-là, l'écosystème français, par exemple, ressemble à ce que vous avez actuellement au nord de la Sibérie. Et donc, vous n'avez pas beaucoup de clients dans cette histoire et pas beaucoup d'utilisateurs de la carte bancaire, puisque la population française, à cette époque-là, nous dit l'INSEE, était de l'ordre de 100 000 personnes. C'est-à-dire que dans ce genre d'écosystème maigrichon, tout ce qu'on pouvait avoir comme animaux en bout de chaîne alimentaire, c'était, pour les hommes, là, c'était quelques centaines, c'était de l'ordre de la centaine de milliers d'individus. L'Europe est passée de l'état de gauche à l'état de droite dans le cadre d'un réchauffement planétaire global. Ce réchauffement planétaire, il est juste de quelques degrés en 10 000 ans. Donc là, vous avez le résultat d'une expérience grandeur nature, qui a été faite par la planète pour nous, qui consiste à réchauffer le climat d'environ 4 à 5 degrés en 10 000 ans, et vous voyez le résultat que ça. Alors, je ne vais pas vous détailler les conséquences ce matin, il y a plein d'endroits où vous pouvez avoir ça. Tout ce que je vais vous dire, c'est que plus 3 ou 4 degrés en un siècle, je peux vous résumer ce que seront les conséquences en une phrase, ça sera la guerre partout. Voilà, je ne sais pas à quoi ressemble le commerce, en ligne ou pas, dans un monde où c'est la guerre partout, mais c'est très exactement vers ça qu'on se dirige. Parce que la déstabilisation des conditions qui ont été stables pendant 10 000 ans, le climat était stable depuis 10 000 ans, c'est ce qui a permis la sédentarisation de notre espèce, l'agriculture, les villes et, ultimement, les distributeurs de billets. Eh bien, la déstabilisation de ces conditions va aller tellement vite pour 8 milliards d'individus sédentaires qu'il sera juste impossible de s'adapter en temps réel. Donc ça va castagner. Si on ne veut pas que ça castagne, voilà le cahier des charges à suivre. Vous avez ici un graphique qui vous donne le réchauffement climatique que nous avons en fonction de la quantité totale de CO2 qui est mis dans l'air. Alors pourquoi total? Parce que comme le CO2 est une molécule inerte, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui compte, c'est la quantité totale qu'on met dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle le budget carbone, on a droit à une certaine quantité. À fin 2022, je suis désolé, il faut que je modifie ce graphique, je vais finir par le faire depuis le temps que je le dis, nous avions mis dans l'atmosphère, nous collectivement les humains, 2400 milliards de tonnes de CO2, réchauffant l'atmosphère d'un peu plus de 1 degré. Alors un peu plus de 1 degré, ça n'empêche pas le Black Friday, mais ça a déjà tué 15% des coraux, ça a déjà promis la disparition de 10 à 20% de la forêt française. Rien qu'à climat constant, il y a 10 à 20% des arbres existants qui vont mourir.
On a déjà les pommes de terre qui ont vu leur récolte baisser de 30 à 50% l'été dernier. On a déjà le maïs non irrigué qui a baissé de 50% l'été dernier. On a déjà les agriculteurs qui disent qu'au sud de la Loire, on va arrêter de faire du foin et donc des vaches parce qu'on ne pourra plus. Voilà, ça c'est juste 1,1 degré. Hein. Et on a déjà, alors on s'en fout parce que ce n'est pas chez nous et il n'y a pas de Black Friday, mais on a déjà le Pakistan qui a vécu une vague de chaleur juste monstrueuse après et derrière des inondations juste monstrueuses. Si on veut se limiter à 1,5 degré, on fait le chemin inverse. Il faut qu'on limite les émissions totales cumulées d'ici à 2100, puisque c'est 1,5 degré en 2100, à 3 000 milliards de tonnes de CO2, dont 2400 ont déjà été émises. Ça veut dire que sur les 80 ans qu'on a devant nous, il faudrait qu'on émette le quart des émissions cumulées qui ont eu lieu sur le siècle qui vient de s'écouler, parce que l'essentiel de ces émissions, c'est le siècle qui vient de s'écouler, avec une population qui serait en moyenne 2,5 à 3 fois plus nombreuse. Donc ma petite règle de 3 me dit que si on veut respecter les 1,5 degrés, un bébé qui naît aujourd'hui, il a le droit à sa vie durant au 10e des émissions que ses grands-parents qui meurent aujourd'hui ont eu leur vie durant, alors qu'ils sont nés dans un monde sans commerce en ligne, sans Black Friday, sans voiture, sans aviation commerciale, sans Internet, sans chauffage central dans une bonne partie des logements. Le 10e. D'accord ? Vous comprenez que ça va demander un peu plus qu'un discours d'Elisabeth Borne ou une mission RSE chez vous d'y arriver. Hein. Si on veut se limiter à 2 degrés, même genre de règle de 3, mon bébé, il a droit au 5e. Il est vachement mieux. Et si on fait une convergence entre tous les pays du monde, c'est-à-dire entre le Pakistan et la France, eh bien, en France, ce n'est pas le 10e ou le 5e, c'est plutôt le 20e ou le 30e. Donc on oublie le Black Friday dans ce genre de circonstances. Hein. C'est ça que ça veut dire en pratique. Hein. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et si on est sérieux sur les 1,5 ou les 2 degrés, on oublie tout de suite ce genre de truc. Hein. Une autre manière de dire la même chose, et ça c'est la physique qui nous l'impose, c'est que le scénario 2 degrés est intenable, j'ai quasiment fini, hein. Le scénario 2 degrés est intenable sans une baisse d'un facteur au moins 3 des émissions d'ici à 2050 à l'échelle planétaire. Et Excel, que vous savez manipuler aussi bien que moi, vous dit qu'une division par 3 en 28 ans, ça vous fait moins 5% par an, si vous traduisez ça en rythme annuel de baisse, tous les ans. Alors 5% de baisse, on a eu ça l'année du Covid, et on a également eu ça sur le siècle qui vient de s'écouler en 1945, c'est-à-dire l'année où l'Allemagne et le Japon ont transitoirement disparu de la carte des pays industrialisés. Voilà 2 années où on a eu 5% de baisse des émissions dans le monde. Il faudrait qu'on ait 5% tous les ans, donc un Covid de plus tous les ans, pour arriver à tenir les 2 degrés. Je le redis, c'est juste impossible sans une récession permanente. Alors vous allez me dire, on ne veut pas de récession permanente, et là je vais vous dire, si, vous allez voir, on va la voir quand même, à cause de ça. En fait, elle est déjà partiellement là. Voilà un document, qui en avait déjà entendu parler dans cette salle? Je vois une main. Quelqu'un est en train de prendre une photo, ça compte pas? Une main, bon. Alors ce truc-là, qui est autrement plus important que la Coupe du Monde de foot, je peux vous dire, pour notre avenir, a été publié en 2018 par l'Agence internationale de l'énergie, et il vous dit noir sur blanc, moi je vous l'ai mis rouge sur blanc, mais noir sur blanc, que la production mondiale de pétrole, hors pétrole dit de schiste, c'est-à-dire le pétrole de roche-mer américain, et hors sable bitumineux canadien, est passée par un maximum absolu en 2008 et décline depuis. Et c'est un déclin final, d'accord, ça ne va pas repas. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que la première énergie consommée dans le monde, le pétrole, est passée par un maximum pour le pétrole conventionnel en 2008. Et l'analyse qu'on fait au Shift Project, c'est que si on rajoute ce qu'on appelle le shale oil, c'est-à-dire le pétrole de roche-mer américain, eh bien même en rajoutant le shale oil, le maximum historique de la production mondiale de pétrole était probablement 2018, c'est-à-dire un an avant 2019 qui a précédé le Covid, 2018. À date, les statistiques publiées montrent que c'est novembre 2018 qui a eu la production historique de pétrole la plus élevée dans le monde. Et on a demandé à l'ancien directeur de l'exploration de Total, l'ancien directeur de l'évaluation des gisements chez Total et un ancien analyste pétrole et gaz de l'AIE de nous faire un pronostic au Shift Project sur la production future des 16 premiers producteurs mondiaux hors Brésil et Canada, parce que c'est les 16 premiers fournisseurs de l'Europe, à l'avenir, sur la base d'un inventaire total, enfin d'un inventaire de l'ensemble des gisements pétroliers dans le monde auquel on a eu accès.
Et voilà le résultat de leur travail. Donc ce qu'ils disent, c'est que la production de ces pays va être divisée par 2 d'ici à 2050, pour des raisons géologiques, hein, même si on ne parle pas des banques qui arrêtent de financer les fossiles, etc. Juste, il n'y en a plus. Ce qui veut dire que l'importation de pétrole qu'on pourrait avoir en Europe va être divisée par 2 à 20. Parce que l'Union européenne ne produit rien. Les seuls pays en Europe qui produisent, c'est la Grande-Bretagne et la Norvège, et ils ne sont pas dans l'Union. Donc l'Union européenne va voir ses importations de pétrole divisées par 2 à 20, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. J'insiste, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Donc la décarbonation, on va y avoir droit, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Et plus on utilisera le pétrole résiduel pour faire des conneries, pardonnez-moi cette expression, pour faire la cigale tant que ça passe, moins il nous en restera pour préparer l'époque où on devra faire la fourmi. Donc là, en ce moment, on est en train de faire les cigales. Vous connaissez la fin de la fable. En ce qui concerne parce qu'il n'y aura pas de fourmis pour nous accueillir, d'accord, on n'ira pas sur Mars. N'en déplaise à M. Musk et à son fournisseur de coke. Et ici, vous avez le pronostic en ce qui concerne le gaz, qu'on a demandé à peu près au même et à peu près avec les mêmes données primaires d'analyse. Et en fait, la production mondiale de gaz, notre hypothèse centrale au Ship Project, c'est que ça va passer par un maximum en 2030. Voilà, donc Poutine, c'est un accélérateur de l'histoire, mais c'est pas quelque chose... Enfin, comment dire, il serait illusoire de penser qu'une fois qu'on s'est débarrassé des problèmes avec M. Poutine, on retrouvera un approvisionnement gazier qui sera perpétuellement croissant en Europe. Non, c'est pas ça qui va se passer. Et en ce qui concerne notre approvisionnement pétrolier, Poutine ou pas Poutine, il est orienté à la baisse de façon structurelle. Alors, il peut y avoir quelques années de rémission où ça repart un peu à la hausse, mais en gros, il baisse. Et la baisse des émissions de CO2 sur le continent européen depuis 2008, elle doit essentiellement aux problèmes d'approvisionnement en pétrole et en gaz et en charbon, et extrêmement marginalement aux politiques publiques qui sont ni plus ni moins courageuses, ou pas franchement beaucoup plus courageuses que celles qu'on avait avant. Voilà, vous trouverez tout ça dans cet excellent ouvrage, et j'ai terminé. Merci beaucoup. Pour une conclusion très positive, quoi qu'il se passe, de toute façon, ça va castagner. Ça va être la guerre partout. Alors, parce que si même si on prend tout de suite des mesures décarbonées très fortes, il y aura une flambée sociale très forte aussi. Oui, mais enfin, quand les temps troublés arrivent, si vous êtes en bateau et que vous savez qu'il y a une tempête qui arrive, vous avez 2 options. Vous laissez le SPI en disant de toute façon c'est foutu, ou bien vous sortez le tourmentin, et je suis quand même plutôt de l'école, on sort le tourmentin. Donc je pense que de se dire de toute façon c'est foutu, et toute situation foutue équivaut à une autre situation foutue, je pense que c'est faux. À nouveau, ça c'est plutôt une expression journalistique, pardonnez-moi. La bonne manière de faire, c'est de faire de la gestion ordinaire, comme on fait dans une entreprise, c'est-à-dire de bien caractériser le problème et de regarder comment est-ce qu'on s'en sort au moins mal, à défaut de s'en sortir au mieux. On va faire très rapidement parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps, mais je voulais quand même peut-être poser une question. Il y avait une question sur la fusion nucléaire. Bon, question suivante. Question suivante. Ok, c'était le projet ITER dans le sud de la France, aucun intérêt. Ça ne changera rien à ce que je viens de vous raconter. Ok, super. Donc ça va aller très vite comme ça. On va parler quand même système paiement. Une petite question sur les crypto-monnaies. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une alternative aux transactions par carte bancaire? C'est plus vertueux sur le plan écolo? Que c'est dans la catégorie cigale. Ok. C'est du gadget, on s'amuse. C'est un objet de spéculation, c'est un truc pour geek, c'est un machin. Enfin, ça va pas faire pleuvoir, ça va pas ramener de l'humidité dans les sols, ça va pas calmer la géopolitique mondiale. Voilà. Gadget. Perte de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu ce matin. On vous applaudit.